Ce soir, nous voyageons ensemble vers l'un des hivers les plus terrifiants jamais enregistrés, le grand gel de 1709. Un hiver si froid que des rivières entières se sont figées comme du verre. Le pain s'est transformé en pierre dans les cuisines, et l'air lui-même semblait piquer la peau nue comme 1000 aiguilles glacées. Imagine cela, l'Europe ensevelie sous une neige sans fin, des villages enterrés dans le silence, des familles désespérées, blotties dans des chaumières sombres, faisant tout leur possible pour survivre une nuit de plus. Ce n'était pas simplement du mauvais temps, c'était une épreuve, un test de résistance pour des millions d'âmes. Mais voici ce que personne ne te dit vraiment sur cet hiver. Ce n'est pas seulement le froid qui a tué, c'est ce que le froid a fait aux gens. Les choix impossibles, les trahisons silencieuses, la façon dont la glace peut se former aussi bien dans un cœur que sur une rivière. Tu te réveilles ce matin-là, le premier matin de janvier 1709. Quelque chose ne va pas. Tu le sens avant même d'ouvrir les yeux. L'air dans ta chambre est différent. Il mord. Chaque inspiration brûle légèrement dans ta gorge, comme si tu respirais des éclats de verre. Ton souffle sort en nuages épais, visible même dans la pénombre. Tu tends la main hors des couvertures, et le froid te frappe instantanément. Tes doigts deviennent rigides en quelques secondes. Le sol sous tes pieds nus est comme de la glace. Tu cherches tes chaussures à tâtons, tes orteils déjà engourdis. Dehors, le monde est silencieux, pas le silence paisible d'un matin d'hiver ordinaire. Non, c'est un silence lourd, épais, comme si toute vie avait été aspirée de l'air. Aucun oiseau ne chante, aucun chien n'aboie, même le vent semble avoir retenu son souffle. Tu t'appelles Gaël Touvenel, tu as 47 ans, tu es cultivateur dans un petit village près de la Loire. Tu connais le froid, les hivers ici ne sont jamais doux, mais en poussant le volet de bois, tu comprends immédiatement que ce matin est différent de tous les autres. Le paysage devant toi brille, chaque surface, chaque branche, chaque pierre est recouverte d'une couche de givre si épaisse que le monde entier semble avoir été trempé dans du sucre cristallisé. Les arbres ressemblent à des sculptures de verre. Le toit de la grange scintille, comme s'il avait été saupoudré de diamants brisés. La lumière du soleil levant, faible et pâle, se reflète sur cette croûte glacée et t'aveugle presque. Tu descends vers l'étable. Chaque pas craque sous tes semelles. Le sol est dur comme du fer. Tes vaches sont regroupées dans un coin, leur souffle formant des nuages blancs au-dessus de leur tête. Leurs flancs tremblent. Tu poses ta main sur le flanc de la plus vieille. Sa peau est froide, presque rigide sous ton toucher. L'eau dans leur auge a gelé pendant la nuit, une épaisse couche de glace opaque. Tu prends le marteau et tu frappes. Le son résonne, métallique et sec. La glace ne cède qu'après plusieurs coups, se brisant en morceaux tranchants. L'odeur dans les tables est étrange ce matin. L'odeur habituelle de foin et de fumier est masquée par quelque chose de plus acre, de plus piquant. C'est l'odeur du froid lui-même, une odeur minérale, comme celle du linge propre, mais avec une morsure qui te brûle les narines. En retournant vers la maison, tu croises Teddy Bonheur sur le chemin. Ton voisin, le boulanger. Il porte un seau vide. Son visage est gris sous sa barbe épaisse. Vous échangez un regard. Pas besoin de mots. Ses yeux disent tout. Cette nuit a été terrible. Et celle qui vient sera pire. À l'intérieur, ta femme Amélie est déjà debout, alimentant le feu dans la cheminée. Les flammes dansent faiblement, comme si elles aussi luttaient contre le froid. Tes 3 enfants sont encore enroulés dans leur couverture près de l'âtre. Ton fils aîné, Julien, 19 ans, te regarde avec des yeux inquiets. Ta fille Louise, 16 ans, frotte les mains de son petit frère Martin, 8 ans. Ses doigts sont rouges et gonflés. Amélie ne te regarde pas. Elle remue la marmite suspendue au-dessus du feu. L'odeur de la soupe d'avoine emplit la pièce. Un parfum réconfortant qui contraste cruellement avec le froid mordant. Mais tu remarques quelque chose. La marmite est moins pleine qu'hier.
Les portions deviennent plus petites, personne n'en parle encore. Le pain que Teddy a apporté hier est posé sur la table. Tu tends la main pour en prendre un morceau et tu te figes. Le pain est dur, pas rassis, dur comme une pierre. Tu essaies de le briser avec tes mains. Impossible. Tu prends le couteau et tu appuies de tout ton poids. La lame glisse sur la croûte gelée. Finalement, avec un effort qui te fait grincer des dents, tu arrives à détacher un fragment. Tu le portes à ta bouche. C'est comme mâcher du bois. Julien te demande si les champs vont survivre. Tu ne réponds pas tout de suite. Tu regardes par la fenêtre. Les vignes au loin ressemblent à des squelettes noirs, dressés contre le ciel blanc. Tu sais déjà, dans ton ventre tu le sais, cette récolte est perdue, et probablement la suivante aussi. Mais tu ne dis rien, pas encore. La première journée passe dans une sorte de brouillard glacé. Chaque tâche prend 2 fois plus de temps. L'eau que tu vas chercher au puits gèle avant que tu ne rentres à la maison. Tu dois garder le seau près du feu en permanence. Le bois que tu as stocké pour l'hiver commence à sembler insuffisant. Tu comptes les bûches, encore et encore. Les chiffres ne changent pas. L'après-midi, tu descends au village avec Julien. Vous avez besoin de nouvelles de ce qui se passe ailleurs. Le chemin est traître. La neige croûtée cache des plaques de glace. Julien glisse et tombe lourdement sur le côté. Il se relève en jurant, frottant son épaule. Tu l'aides sans un mot. Vous continuez. Le village est étrangement désert. Quelques silhouettes se déplacent entre les maisons, emmitouflées dans tant de couches de tissu qu'on ne peut reconnaître personne. La fumée monte des cheminées, épaisse et grise, mais elle ne semble pas monter très haut, avant de retomber, comme écrasée par le poids du froid. Devant la boulangerie de Teddy, un petit groupe s'est formé, des hommes surtout. Leurs visages sont tendus. Tu t'approches. On parle de la Loire. Elle a commencé à geler, pas seulement les bords, toute la surface. Des plaques entières de glace dérivent lentement vers le centre, se cognant les unes contre les autres, avec des sons sourds et inquiétants. Un vieux pêcheur, le père Lucien, crache par terre. Ses filets sont inutiles maintenant. Comment va-t-il nourrir sa famille ? Un autre homme, un marchand, explique que les barges ne peuvent plus naviguer. Les marchandises sont bloquées. Le grain qui devait venir d'Orléans ne viendra pas. Le silence qui suit est plus lourd que tous les mots. Julien serre ton bras. Il veut rentrer, toi aussi. Mais avant de partir, Teddy t'attrape par la manche. Il te tire à l'écart. Son haleine forme des nuages blancs. Entre vous, il te demande à voix basse « Combien de provisions tu as ?» Tu hésites. Pourquoi cette question ? Ses yeux sont durs. Il insiste. Tu mens. Tu dis que tu as assez pour tenir jusqu'au printemps. Il hoche la tête lentement. Il ne te croit pas. Toi non plus, tu ne le crois pas quand il dit la même chose. En remontant vers ta ferme, le soleil commence déjà à décliner. Il est à peine 3 heures de l'après-midi. La lumière prend une teinte bleue, froide, comme si le ciel lui-même gelait. Les ombres s'allongent, noires et nettes, sur la neige. Tu presses le pas. Julien suit, silencieux. Vous ne parlez pas de ce que vous venez d'entendre. Pas besoin. Vous savez tous les deux ce que cela signifie. Cette nuit-là, le vent se lève. Tu l'entends d'abord comme un murmure lointain, puis il grandit. Il hurle, il martèle les volets, il siffle dans la cheminée, faisant danser les flammes de façon erratique. Les enfants se réveillent, effrayés. Martin pleure, Louise le serre contre elle, lui chantant une berceuse, d'une voix tremblante. Amélie s'assoit près du feu, les yeux fixés sur les flammes. Tu la connais, tu sais à quoi elle pense, à votre 4e enfant, celui qui est mort il y a 3 ans, un hiver comme celui-ci, une fièvre qui n'a pas voulu lâcher prise. Elle ne l'a jamais vraiment dit. Mais tu sais qu'elle se sent coupable, comme si elle aurait pu faire quelque chose de plus. Tu poses une main sur son épaule. Elle ne réagit pas. Son corps est rigide. Vous restez ainsi un long moment. Le vent continue de rugir dehors. On dirait qu'il essaie d'entrer, qu'il veut vous arracher à cette chaleur précaire. Vers minuit, un bruit étrange te réveille, un craquement long et profond.
comme si la terre elle-même gémissait. Tu te lèves, enfiles ta veste, sors dans le froid mordant. La lune est pleine et ronde, suspendue dans un ciel d'encre. Sa lumière transforme le paysage en un monde spectral. Tout brille d'un éclat argenté inquiétant. Le bruit vient de la rivière. Tu descends vers la berge, le cœur battant. Et là, tu le vois. La Loire est en train de se figer. Des plaques épaisses de glace s'étendent depuis les rives, progressant lentement vers le centre. Le fleuve lutte encore. Tu peux entendre l'eau qui coule en dessous, prisonnière. Des craquements résonnent dans l'obscurité, comme des coups de fusil au loin. Tu restes là, fasciné et terrifié. C'est beau d'une façon terrible. La rivière qui a nourri ton village pendant des générations est en train de mourir sous tes yeux. Et avec elle, quelque chose d'autre meurt aussi. L'espoir peut-être, ou la certitude que le monde continuera comme avant. En retournant vers ta maison, tes pas crissent sur la neige durcie. Le froid te brûle les poumons à chaque inspiration. Tes doigts sont engourdis malgré tes gants. Et dans ta tête, une question tourne en boucle. Combien de temps? Combien de temps avant que tout ne soit gelé? Les rivières, les provisions, les cœurs? Tu ne connais pas encore la réponse, mais au fond de toi, une peur sourde commence à prendre racine. Cette nuit n'est que le début, et le pire est encore à venir. La porte de ta maison grince quand tu la pousses. À l'intérieur, le feu a baissé. Tu ajoutes une bûche. Les flammes reprennent vie, léchant le bois avec avidité. Amélie dort d'un sommeil agité. Les enfants sont recroquevillés les uns contre les autres, comme de jeunes animaux cherchant la chaleur. Tu t'assieds près du feu, et pour la première fois depuis longtemps, tu te surprends à prier, pas à Dieu. Tu n'es pas sûr de croire en lui, mais à quelque chose, n'importe quoi, pour que ce froid s'arrête, pour que ta famille survive, pour que demain soit moins terrible qu'aujourd'hui. Dehors, le vent continue de hurler, et le gel continue son œuvre silencieuse, inexorable, transformant le monde en un royaume de glace, où rien de vivant ne semble avoir sa place. Le troisième jour, tu comprends que quelque chose d'irréversible est en train de se produire. La Loire ne lutte plus, elle s'est rendue. Quand tu descends vers la berge avec Julien, le spectacle te coupe le souffle. Le fleuve est devenu une immense étendue blanche qui s'étend aussi loin que ton regard peut porter. La glace brille sous le soleil pâle, épaisse, solide, comme si elle avait toujours été là. Des enfants du village sont déjà sur la surface gelée. Leur rire résonne dans l'air glacé, étrangement discordant avec la gravité du moment. Ils glissent, tombent, se relèvent en criant de joie. Pour eux, c'est une fête, un terrain de jeu magique qui s'étend sur des kilomètres. Tu les regardes et quelque chose se serre dans ta poitrine. Ils ne comprennent pas. Comment pourraient-ils? Ils ne voient pas que cette glace magnifique est aussi une sentence de mort. Les pêcheurs sont là aussi, debout sur la rive, immobiles comme des statues de sel. Le père Lucien tient une gaffe dans ses mains, inutile maintenant. Ses filets sont enroulés à ses pieds. Tu t'approches de lui. Son visage est gris, creusé, comme si le froid avait aspiré toute la couleur de sa peau. Il ne te regarde pas. Ses yeux sont fixés sur la glace. Il murmure quelque chose que tu ne comprends pas d'abord. Puis tu saisis les mots. Comment vais-je les nourrir? Comment? Tu n'as pas de réponse. Personne n'en a. Plus loin, tu vois des barges prises dans la glace, leurs coques inclinées dans des angles bizarres. Les cordes qui les attachaient au quai sont raides comme du fer, couvertes d'une épaisse couche de givre. Un marchand que tu reconnais vaguement marche au bord de l'eau gelée, donnant des coups de pied rageurs contre la glace. Ses cris résonnent. Le grain qu'il attendait ne viendra pas. Les marchandises qu'il devait vendre sont bloquées quelque part en amont. Chaque jour qui passe est une perte. Chaque jour qui passe est une condamnation. Julien veut descendre sur la glace. Tu l'attrapes par le bras. Pas question. Il proteste. Regarde, les autres le font. C'est solide. Tu serres plus fort. Justement, si tout le monde descend,
Si tout le monde croit que c'est un jeu, qui sera là pour voir venir le danger? Il te regarde avec ses yeux de jeune homme qui croit tout savoir, puis il baisse la tête. Il obéit, pour l'instant. En remontant vers le village, vous croisez une procession étrange, des familles entières qui transportent des meubles, des sacs, des charrettes chargées. Où vont-ils? Julien pose la question à un homme qui passe, vers le sud, vers un endroit plus chaud, n'importe où ailleurs qu'ici. L'homme a les lèvres gercées, fendillées, du sang séché au coin de sa bouche. Sa femme tire une carriole, où 2 enfants sont assis, enveloppés dans des couvertures sales. Ils ont les yeux vitreux, le regard vide. Tu penses à partir toi aussi. L'idée traverse ton esprit comme une flèche. Partir, prendre Amélie et les enfants, marcher vers le sud. Mais vers où exactement? Et avec quoi? Ta charrette ne tiendrait pas 10 kilomètres sur ces routes gelées. Tes provisions sont trop lourdes pour être portées. Et si tu les laisses, que mangeras-tu en chemin? Non, partir, c'est mourir plus vite. Rester, c'est au moins avoir un toit, un feu, une chance. De retour à la ferme, Amélie a préparé un ragoût maigre, des navets, quelques morceaux de lard, de l'eau, c'est tout. L'odeur remplit la maison. Mais ton estomac gronde quand même. Les portions dans les bols sont petites, trop petites. Martin demande s'il peut avoir plus. Amélie secoue la tête. Il faut économiser. Le petit garçon pleure. Louise lui donne une partie de sa propre portion. Tu veux protester, mais Amélie te fait signe de te taire. Laisse-la. C'est son choix. Après le repas, tu descends à la cave. L'air y est encore plus froid qu'à l'extérieur. Ton souffle forme des nuages épais. Tu allumes une lanterne. La lumière vacillante danse sur les murs de pierre humide. Tes réserves sont alignées contre le mur. Des tonneaux de vin, des fromages, des sacs de grains, des jarres de graisse. Tu t'approches du premier tonneau et ton cœur s'arrête. Le bois est fendu. Une large fissure court sur toute la longueur. Le vin a gelé à l'intérieur, faisant éclater les douves. Un liquide sombre et épais s'est répandu sur le sol, figé maintenant en une flaque rouge et brillante. Tu poses la main sur le tonneau suivant. Même chose. Et le suivant. 3 tonneaux sur 5 sont perdus. Ta gorge se serre. Ce vin devait être vendu au printemps. C'était ton argent pour l'année, ta sécurité. Et maintenant, il gît là, inutile, transformé en une substance qui ressemble plus à de la glace colorée qu'à du vin. L'odeur aigre-douce remplit la cave. Une odeur de perte, de désespoir. Tu passes au fromage. Les meules sont dures comme de la pierre. Tu essaies d'enfoncer ton couteau dans l'une d'elles. La lame glisse, refuse de pénétrer. Tu appuies plus fort. Le couteau dérape et t'entaille le pouce. Le sang coule, chaud et rouge dans le froid. Tu le suces en jurant entre tes dents. Même les fromages sont perdus. Il faudra les dégeler près du feu avant de pouvoir les couper. Et combien de bois cela va-t-il coûter? En remontant, tu croises Amélie dans l'escalier. Elle a vu ton visage. Elle sait. Vous ne dites rien. Les mots sont inutiles face à cette réalité. Elle pose sa main sur ta joue. Un geste bref. Puis elle redescend finir son travail. Cette nuit-là, le vent revient avec une violence nouvelle. Il ne hurle plus. Il rugit. On dirait une bête vivante qui griffe les murs, qui cherche à entrer. Les volets tremblent si fort que tu dois aller les maintenir avec des planches clouées en travers. Le froid s'infiltre par chaque fissure, chaque joint mal scellé. Il rampe le long du sol comme une chose vivante. Les enfants sont entassés près du feu. Mais même là, le froid les trouve. Martin tousse, une toux sèche et rauque qui lui secoue tout le corps. Amélie le frotte avec de la graisse d'oie, une vieille méthode que sa mère lui a apprise. L'odeur est forte, presque nauséabonde. Mais si ça peut t'aider. Martin gémit. Il a mal. Où? Partout. Sa poitrine, sa gorge. Amélie te regarde. Dans ses yeux, tu vois la peur. La même peur que celle qu'elle avait il y a 3 ans. Quand l'autre est mort, tu sors chercher plus de bois. Dehors, le monde est devenu fou. La neige ne tombe plus. Elle vole. Des tourbillons blancs dansent dans l'obscurité.
projeté par le vent qui ne connaît aucune pitié. Tu avances à tâtons, une main devant ton visage, pour te protéger. Le tas de bois est à peine visible. Tu charges tes bras, autant que tu peux porter. Chaque bûche est lourde, couverte de glace. Tes doigts sont engourdis. Tu ne les sens presque plus. En revenant, tu vois une lumière au loin, chez Teddy. Sa cheminée fume abondamment, plus que d'habitude. Tu te demandes s'il a assez de bois lui aussi. Probablement pas. Personne n'a prévu un hiver comme celui-ci. Comment l'aurions-nous pu? Le lendemain matin, le 5e jour, tu te réveilles avec un sentiment de malaise. Quelque chose a changé pendant la nuit. Tu ne sais pas quoi exactement, mais tu le sens. L'air est différent, plus lourd, plus menaçant. Dehors, le paysage est à peine reconnaissable. Le vent a sculpté la neige en dunes étranges qui s'élèvent contre les murs des bâtiments. Ton étable est à moitié ensevelie. Tu dois creuser pour atteindre la porte. La pelle mord dans la neige durcie. Chaque pelletée pèse une tonne. Tes bras brûlent. Ta respiration sort en nuages épais qui gèlent instantanément sur ta barbe. Les vaches sont dans un état pitoyable. Elles n'ont presque plus de foin. Celui que tu leur donnes est gelé, cassant comme du verre. Elles le reniflent sans enthousiasme. L'une d'elles, la vieille rousse, est couchée dans un coin. Elle ne se lève pas quand tu entres. Tu t'approches. Ses yeux sont à moitié fermés. Son souffle est faible, irrégulier. Tu poses ta main sur son flanc. Elle est froide. Si froide. Tu sais ce que cela signifie. Le soir, Rousse est morte. Tu restes un long moment près d'elle, incapable de bouger. Cette vache t'a accompagné pendant 12 ans. Elle a donné du lait pour tes enfants. Elle a labouré tes champs. Et maintenant, elle gît là, raide, ses yeux vitreux fixant le vide. Tu voudrais l'enterrer, mais le sol est gelé, sur 1 mètre de profondeur. Impossible de creuser. Tu devras la laisser là, jusqu'au dégel. Si le dégel vient un jour, Julien te rejoint dans l'étable. Il regarde la vache morte sans un mot. Puis il dit quelque chose qui te glace plus que le froid. On pourrait la manger. Tu te retournes brusquement. Quoi? Il répète. La manger. On a besoin de viande. Elle est morte de froid. Pas de maladie. La viande est bonne. Tu le fixes, incrédule. Puis tu réalises. Il a raison. Aussi horrible que cela paraisse. Il a raison. Cette nuit-là, vous découpez la carcasse. C'est un travail répugnant. La chair est à moitié gelée, difficile à trancher. Le sang est épais, presque noir. L'odeur est écœurante. Mais tu continues. Julien t'aide sans se plaindre. Amélie reste à l'intérieur avec les enfants. Elle ne veut pas qu'ils voient ça. Vous travaillez en silence, à la lumière de la lanterne, qui projette des ombres dansantes et grotesques sur les murs. Le lendemain, tu descends au village, avec des morceaux de viande, enveloppés dans des toiles. Tu comptes les échanger contre du grain. Teddy est dans sa boulangerie. Mais il n'y a presque pas de pain. Son four est presque vide. Il te regarde apporter la viande, et ses yeux s'éclairent. Combien? Tu dis un prix. Il secoue la tête. Trop cher. Tu baisses un peu. Il hésite. Finalement, vous vous mettez d'accord. Il te donne un petit sac de farine. À peine de quoi faire du pain pour une semaine. En sortant, tu croises d'autres villageois. Leurs regards sont différents maintenant. Méfiants, calculateurs. Chacun évalue ce que l'autre possède, ce que l'autre pourrait avoir. Une femme que tu connais depuis des années détourne les yeux quand tu la salues. Un homme avec qui tu as partagé des repas te bouscule, sans s'excuser. Le gel n'a pas seulement figé les rivières et les champs, il a commencé à geler quelque chose de plus profond, les liens entre les gens, la confiance, l'humanité elle-même. De retour chez toi, Martin va plus mal, sa fièvre a monté, il délire, appelle des noms que tu ne reconnais pas. Amélie est à son chevet, lui épongeant le front avec un linge humide. Mais l'eau gèle presque immédiatement sur la peau brûlante de l'enfant. Louise pleure en silence dans un coin. Julien est sorti, tu ne sais pas où. Tu t'assieds près du feu, la tête dans les mains. Autour de toi, ta maison craque et gémit sous l'assaut du froid. Dehors, le vent continue son œuvre de destruction, et dans ton cœur,
une question lancinante. Combien d'entre nous verront le printemps? La nuit tombe vite, trop vite, et avec elle vient une obscurité qui semble plus épaisse que d'habitude. Une obscurité qui n'est pas seulement l'absence de lumière, mais quelque chose de plus tangible, de plus menaçant. Tu alimentes le feu, tu jettes bûche après bûche dans les flammes, mais le froid persiste. Il est là, patient, attendant son moment. Martin gémit dans son sommeil agité. Amélie chante doucement, une berceuse que sa mère chantait. Sa voix tremble. Tu voudrais la rassurer, lui dire que tout ira bien, mais tu ne peux pas, parce que tu ne le crois pas toi-même. Quelque part dans le village, une cloche sonne. Une fois, 2 fois, 3 fois. C'est le signal. Quelqu'un est mort. Vous ne savez pas qui, pas encore, mais vous le saurez demain. Et vous saurez aussi que ce ne sera pas le dernier. Le gel continue son avancée inexorable. Et avec chaque jour qui passe, il prend un peu plus de chaleur, un peu plus d'espoir, un peu plus de vie. Tu apprends qui est mort le lendemain matin. C'est le petit-fils de la veuve Margot. 4 ans à peine. Il s'est endormi près du feu et ne s'est jamais réveillé. Personne ne sait exactement pourquoi. Le froid peut-être, ou la faim, ou simplement l'épuisement de lutter contre cet hiver qui ne finit pas. Teddy te raconte en gardant les yeux baissés. Sa voix est plate, vidée de toute émotion, comme si raconter la mort était devenu aussi banal que commenter le temps qu'il fait. Tu penses immédiatement à Martin. Sa fièvre n'a pas baissé. Cette nuit, Amélie n'a pas dormi du tout. Elle est restée assise à son chevet, changeant les compresses, murmurant des prières que tu ne lui connaissais pas. Quand tu as posé ta main sur son épaule ce matin, elle tremblait. Pas de froid, de terreur pure. Le village organise une veillée pour l'enfant, mais il n'y aura pas d'enterrement. Pas maintenant. Le sol est plus dur que la pierre. Les corps s'accumulent dans la grange de l'église, enveloppés dans des linceuls de fortune. 6 déjà, en une semaine. 6 âmes que le gel a prises. Le curé essaie de maintenir l'espoir, de parler de la volonté de Dieu. Mais ces mots sonnent creux, dans le froid mordant de l'église. Les gens écoutent, sans vraiment entendre. Leurs pensées sont ailleurs, sur leurs propres enfants, sur leurs propres provisions qui diminuent, sur leurs propres chances de survie. Tu ne vas pas à la veillée, tu ne peux pas laisser Martin. Et puis, être là-bas, voir ce petit corps immobile, ce serait comme regarder ton propre avenir. Non, tu restes à la maison, tu alimentes le feu, tu regardes ton fils lutter contre quelque chose d'invisible, et tu te sens complètement impuissant. Le 8e jour, quelque chose se brise dans le village. Tu le sens dès que tu sors. L'atmosphère a changé. Les regards sont plus durs, les mâchoires plus serrées. La peur s'est transformée en autre chose, en colère peut-être, ou en quelque chose de plus sombre encore. Tu vas chez Teddy, chercher du pain. Mais quand tu arrives, sa porte est fermée, barrée de l'intérieur. Tu frappes, aucune réponse. Tu appelles son nom. Silence. Puis tu entends sa voix, étouffée, venant de derrière la porte. Je n'ai plus de pain. Va-t'en. Tu insistes. Tu as de la viande à échanger. Il répète, plus fort cette fois. Je n'ai plus rien. Va-t'en. Tu restes là un moment, la main sur la porte. Tu comprends ce qui se passe. Il a encore du pain, mais il ne veut plus partager. Il garde tout pour lui, pour survivre. Tu ne peux pas vraiment lui en vouloir. Tu ferais probablement la même chose, mais cela fait mal quand même, parce que Teddy était ton ami, ou du moins, tu le croyais. En retournant chez toi, tu croises un attroupement près de la place du village. Des voix s'élèvent en colère. Tu t'approches. Une dispute a éclaté. 2 hommes se font face, les poings serrés. L'un accuse l'autre d'avoir volé du bois dans sa réserve. L'autre nie avec véhémence. La foule autour se divise. Certains prennent parti pour l'un, d'autres pour l'autre. Les insultes fusent, puis quelqu'un pousse quelqu'un d'autre. Et soudain, c'est le chaos. Les coups pleuvent, des hommes roulent dans la neige, s'empoignant, se frappant avec une rage qui va bien au-delà d'une simple dispute sur du bois. C'est toute la frustration, toute la peur, toute l'impuissance qui explose. Des femmes crient
Des enfants pleurent. Tu veux intervenir, mais Julien t'attrape par le bras. N'y va pas. Ce n'est pas notre combat. Tu hésites, puis tu vois le sang sur la neige, rouge vif, contre le blanc éclatant, et tu recules. Cette nuit-là, tu ne dors presque pas. Martin a eu une crise, des convulsions qui ont secoué son petit corps. Pendant ce qui a semblé une éternité, Amélie a hurlé. Louise s'est cachée dans un coin, les mains sur les oreilles. Julien est sorti en courant. Tu as tenu ton fils, sentant ses muscles se contracter de façon incontrôlable, impuissant à faire quoi que ce soit. Puis, aussi soudainement que c'était venu, la crise s'est arrêtée. Martin est retombé, mou, sa respiration faible et irrégulière. Amélie te regarde avec des yeux que tu ne reconnais plus. Elle dit quelque chose que tu ne veux pas entendre. Il va mourir, comme l'autre. Je ne peux pas le sauver. Tu la secoues. Ne dis pas ça. Ne pense même pas ça. Mais elle continue. C'est ma faute. J'aurais dû faire plus. J'aurais dû être meilleur. Tu la prends dans tes bras. Elle pleure contre ta poitrine. Des sanglots secs, déchirants. Et toi, tu fixes le feu en te demandant si elle a raison. Si vous allez tous mourir dans ce froid sans fin. Le 9e jour, tu prends une décision. Tu vas faire le tour de tous tes voisins, de tous ceux que tu connais, pour trouver quelqu'un qui aurait des herbes, des remèdes, n'importe quoi qui pourrait aider Martin. C'est une idée désespérée, tu le sais, mais rester là à regarder ton fils dépérir, c'est pire que tout. Tu commences par la ferme des Girards. Ils ont toujours eu un jardin d'herbes médicinales, mais quand tu arrives, tu trouves la maison vide, abandonnée. Les volets battent au vent. La porte est entr'ouverte. À l'intérieur, tout a été pris. Meubles renversés. Placards vides. Ils sont partis. Vers où? Tu ne sais pas. Probablement vers le sud. Comme tant d'autres. Tu continues. Maison après maison. Ferme après ferme. Partout. C'est la même histoire. Soit les gens sont partis, soit ils n'ont rien. Soit ils refusent d'ouvrir leurs portes. À midi, tu as fait presque tout le tour du village. Tes pieds sont engourdis, ton visage brûle de froid, et tu n'as rien trouvé. Il te reste une maison, celle de la vieille Simone. On dit qu'elle connaît les plantes, qu'elle sait préparer des tisanes et des onguents. Mais on dit aussi qu'elle est un peu folle, qu'elle parle aux arbres et voit des choses que les autres ne voient pas. Tu n'as jamais vraiment cru à ces histoires, mais aujourd'hui, tu t'en fiches. Si elle peut t'aider, Martin, tu es prêt à croire n'importe quoi. Sa maison est à l'écart, au bord de la forêt. La fumée monte de sa cheminée. Un signe qu'elle est là. Tu frappes à la porte. Un long moment passe. Puis tu entends des pas traînants. La porte s'ouvre sur une toute petite femme, voûtée par l'âge, enveloppée dans des châles superposés. Ses yeux sont vifs, perçants. Elle te regarde comme si elle pouvait lire dans ton âme. Tu expliques. Ton fils, la fièvre, les convulsions. Elle écoute sans un mot, puis elle hoche la tête. Entre. À l'intérieur, sa maison sent les herbes séchées et la fumée de bois. Des bouquets pendent du plafond. Des pots et des jarres s'alignent sur des étagères. Elle fouille dans un coffre, marmonnant pour elle-même. Finalement, elle sort un petit sachet. Écorce de saule, feuilles de menthe, racines de guimauve. Tu fais infuser ça 3 fois par jour. Ça devrait faire baisser la fièvre. Tu veux la payer, mais elle refuse d'un geste. Garde ton argent, il ne vaut plus rien de toute façon. Mais tu dois me promettre quelque chose. Quand le printemps reviendra, et il reviendra, tu te souviendras de ceux qui sont morts. Tu ne les oublieras pas. Tu promets, sans comprendre vraiment pourquoi c'est si important pour elle. En rentrant chez toi, tu te sens un peu moins lourd, un peu moins désespéré. Tu as quelque chose, une chance, peut-être minuscule, mais une chance quand même. Tu presses le pas, le sachet serré contre ta poitrine. Mais en arrivant dans ton village, tu vois quelque chose qui te glace le sang. Un groupe d'hommes devant la boulangerie de Teddy. Ils martèlent la porte. Ils crient. Ouvre. On sait que tu as du pain. Partage ou on défonce la porte. Tu reconnais certains d'entre eux, des voisins, des gens avec qui tu as travaillé au champ. Maintenant,
Ils ressemblent à une meute, affamés, dangereux. Teddy crie de l'intérieur. Allez-vous-en. C'est à moi. J'ai travaillé pour ça. Mais ces mots ne font qu'attiser leur colère. L'un des hommes ramasse une pierre. Il la lance contre la porte. Le bois craque. D'autres ramassent des pierres, des bâtons. Ils se préparent à forcer l'entrée. Tu devrais intervenir. Tu le sais. Mais tes pieds restent cloués au sol, parce qu'une partie de toi comprend ces hommes. Leurs enfants ont faim, leur famille souffre, et Teddy garde tout pour lui. Est-ce vraiment si mal de vouloir survivre? Puis Julien est là, à côté de toi. Il te tire par la manche. Rentrons. Ce n'est pas notre problème. Mais tu ne bouges pas. Tu regardes la scène se dérouler comme dans un cauchemar. Les hommes défoncent la porte. Ils entrent en masse. Tu entends Teddy crier. Puis le silence. Un silence terrible. Quand ils ressortent, ils portent des sacs, du pain, de la farine. Leurs visages sont durs, fermés. Personne ne parle. Ils se dispersent rapidement, chacun serrant son butin. La porte de la boulangerie pend sur ses gonds. À l'intérieur, c'est le chaos. Et Teddy est assis par terre, la tête dans les mains. Tu t'approches lentement. Il lève les yeux vers toi. Ils m'ont tout pris. Tout. Sa voix est brisée. Vide. Tu ne sais pas quoi dire. Pardon semble ridiculement insuffisant. Tu poses ta main sur son épaule. Il la repousse violemment. Va-t'en, toi aussi tu étais là. Tu as regardé. Tu n'as rien fait. Va-t'en. Tu recules. Il a raison. Tu n'as rien fait. Et cette lâcheté te brûle plus que le froid. En rentrant chez toi, Julien marche à côté de toi, en silence. Puis il dit quelque chose qui te frappe comme un coup de poing. On aurait dû prendre notre part, pendant qu'on le pouvait. Tu t'arrêtes net. Quoi? Il répète. Tout le monde l'a fait. Pourquoi pas nous? On a aussi faim. Martin a besoin de manger pour guérir. Tu le regardes vraiment, pour la première fois, depuis des jours. Ton fils, 19 ans, quand est-il devenu cet homme, au regard dur? Quand a-t-il appris à penser comme ça? Tu veux le gifler, lui dire qu'il a tort, que c'était du vol, que Teddy est votre ami, mais les mots restent coincés dans ta gorge, parce qu'une partie de toi, une partie sombre et honteuse, pense exactement la même chose. Cette nuit-là, tu prépares l'infusion pour Martin. L'odeur des herbes remplit la maison. Amélie le fait boire par petites gorgées. Il grimace. C'est amer, mais il avale. Et pour la première fois depuis des jours, tu vois une petite lueur d'espoir. Dans les yeux de ta femme, vous vous asseyez tous autour du feu. Louise coupe le pain que vous avez encore. Les portions sont si petites qu'elles tiendraient dans la paume d'une main. Mais personne ne se plaint. Vous mangez en silence, chacun perdu dans ses pensées. Dehors, le vent hurle toujours. Le froid presse toujours contre les murs. Mais quelque chose a changé. Ce n'est plus seulement le gel qui menace maintenant. C'est vous, les gens, la façon dont la survie transforme même les meilleures personnes en quelque chose de méconnaissable. Tu regardes ta famille. Amélie, épuisée mais têtue. Louise, qui grandit trop vite. Julien, qui devient dur. Martin, qui lutte pour chaque souffle. Et tu te fais une promesse silencieuse. Vous allez survivre. Peu importe ce qu'il faudra faire. Peu importe ce que tu devras devenir. Ils verront le printemps. Même si toi, tu ne le vois pas. Le feu crépite. Les ombres dansent sur les murs. Et quelque part dans le village, quelqu'un pleure. Le son porte dans le silence glacé de la nuit. Un son qui pourrait être n'importe qui. Qui pourrait être toi demain? Le gel continue. Impitoyable. Patient. Attendant de voir qui tiendra et qui tombera. Le 12e jour, quelque chose d'étrange se produit. Tu te réveilles et le silence est différent. Pas moins pesant, mais différent. Tu restes allongé un moment, essayant de comprendre ce qui a changé. Puis tu réalises, le vent s'est arrêté, pour la première fois depuis une semaine. Le vent ne hurle plus contre les murs. Tu te lèves rapidement, ignorant le froid qui mord tes pieds nus. Tu vas à la fenêtre et grattes la glace avec tes ongles. Dehors, le monde est immobile, figé. La neige ne vole plus, les arbres ne se balancent plus, tout est suspendu
dans une sorte d'attente silencieuse. Martine a passé une meilleure nuit. Sa fièvre a légèrement baissé. Pas beaucoup, mais assez pour qu'Amélie dorme enfin quelques heures. Tu la regardes, recroquevillée près du feu, son visage marqué par l'épuisement. Elle a vieilli de 10 ans en 2 semaines. Vous avez tous vieilli. Tu sors vérifier les animaux. Le froid te frappe comme un mur solide. Mais sans le vent, c'est presque supportable. Presque. Tes poumons brûlent à chaque inspiration. Mais tu peux respirer sans avoir l'impression de t'étouffer. Dans l'étable, les 2 vaches restantes sont toujours vivantes, maigres, tremblantes, mais vivantes. Tu leur donnes le peu de foin qui reste. Elles le mangent avec une lenteur douloureuse, comme si même mâcher demandait trop d'énergie. En revenant vers la maison, tu vois quelque chose qui te fait t'arrêter net. Sur le toit, la neige commence à glisser. Juste un peu, quelques centimètres, mais c'est un mouvement. Le premier vrai mouvement que tu vois depuis des jours. Tu lèves les yeux vers le ciel. Il est toujours gris, toujours lourd, mais la lumière est différente, moins bleue, moins morte. Tu descends au village dans l'après-midi. Les rues sont presque désertes. Ceux qui sortent marchent comme des fantômes, enveloppés dans toutes les couches de vêtements qu'ils possèdent. Personne ne parle. Les regards se croisent brièvement, puis se détournent, chargés de honte ou de méfiance. L'incident à la boulangerie plane sur tout le monde comme un nuage noir. Tu passes devant chez Teddy. Sa porte a été réparée sommairement, des planches clouées en travers. Il n'y a pas de fumée qui sort de sa cheminée. Tu frappes doucement. Aucune réponse. Tu appelles son nom. Toujours rien. Une inquiétude sourde commence à monter en toi. Tu pousses la porte. Elle cède facilement. Les réparations étaient trop fragiles. À l'intérieur, le froid est pire qu'à l'extérieur. Le feu est éteint depuis longtemps. L'air semble renfermer. Et quelque chose d'autre, quelque chose de mauvais. Teddy est assis dans un coin, enveloppé dans des couvertures. Il ne bouge pas quand tu entres. Mon Dieu! Teddy, tu t'approches rapidement. Il lève enfin la tête. Ses yeux sont vitreux, son visage creusé. Il parle d'une voix faible. Je n'ai plus de bois. Ils ont pris ma nourriture. Je n'ai plus rien. Tu agis sans réfléchir. Tu rallumes son feu avec du bois que tu trouves dans ce qui reste de sa réserve. Tu apportes de l'eau que tu dois faire fondre près des flammes naissantes. Tu lui fais boire. Il tousse, crache, mais il boit. Pourquoi tu fais ça? Sa voix est à peine audible. Pourquoi tu m'aides maintenant? Tu ne réponds pas, parce que tu ne sais pas vraiment. Peut-être pour racheter ta lâcheté. Peut-être parce que voir un homme mourir seul, dans le froid, est pire que tout. Tu retournes chez toi, chercher de la soupe. Amélie te regarde préparer un bol. Pour qui? Pour Teddy? Il est en train de mourir. Elle hésite. Nous avons à peine assez pour nous. Tu le sais. Mais tu prends quand même le bol. Elle ne t'arrête pas. Dans ses yeux, tu vois quelque chose qui ressemble à de la fierté, ou peut-être du soulagement. Le soulagement de voir que tu n'es pas encore complètement devenu une bête. Teddy mange lentement, par petites bouchées. Chaque gorgée semble lui demander un effort immense. Quand il a fini, il te regarde longuement. Merci. C'est tout ce qu'il dit. Mais dans ce mot, il y a tout. Le pardon, la gratitude et quelque chose qui ressemble à de l'espoir. En sortant de chez lui, tu croises Julien. Il vient te chercher. Martin va mieux, vraiment mieux. Sa fièvre a presque disparu. Il a demandé à manger. Tu cours presque jusqu'à la maison. C'est vrai. Martin est assis près du feu, pâle et faible, mais ses yeux sont clairs. Maman, j'ai faim. Ces 3 mots sont les plus beaux que tu aies entendus depuis des semaines. Cette nuit-là, vous mangez ensemble, une vraie famille. Les portions sont toujours petites, mais personne ne s'en plaint. Martin mange avec avidité, comme s'il voulait rattraper tous les repas manqués. Louise rit pour la première fois depuis longtemps. Même Julien sourit, et Amélie pleure. Mais ce sont des larmes de soulagement cette fois. Le lendemain matin, le 14e jour, tu sens quelque chose de nouveau dans l'air. Une humidité légère, presque imperceptible,
Mais là, tu sors et tu le vois immédiatement. La glace sur le toit de l'étable goutte, lentement. Une goutte toutes les minutes peut-être. Mais elle goutte. L'eau coule. Le gel commence à lâcher prise. Au village, l'atmosphère change lentement. Les gens sortent un peu plus. Ils commencent à parler. Prudemment d'abord, puis avec plus d'assurance. On parle du dégel qui vient. On fait des plans pour le printemps. On compte ceux qui restent. 23 morts au total dans votre village. 23 âmes que l'hiver a prises. Vieillards, enfants, malades, certains de froid, d'autres de faim, d'autres encore de ce mystérieux épuisement qui semble simplement éteindre la volonté de vivre. Le curé organise une cérémonie, pas un enterrement, le sol est encore trop dur, mais une veillée pour se souvenir, pour honorer. Tu y vas avec toute ta famille. Martin est encore faible, mais il tient à venir. L'église est bondée, tous ceux qui peuvent marcher sont là. Le curé parle de résilience, de foi, de la force de la communauté. Mais ces mots sonnent différemment maintenant, après ce qui s'est passé, après le sac de la boulangerie, après tout ce que vous avez fait, ou n'avez pas fait, pour survivre. Quand c'est fini, les gens restent dehors, parlant à voix basse. Tu vois les hommes qui ont défoncé la porte de Teddy. Ils évitent ton regard. Tu vois Teddy, debout à l'écart, plus maigre que jamais. Personne ne lui parle, mais personne ne le chasse non plus. C'est un progrès, supposes-tu, aussi mince soit-il. Dans les jours qui suivent, le dégel s'accélère, la neige fond, les toits goûtent, les chemins se transforment en rivières de boue glacée. La Loire commence à se briser. Tu entends les craquements au loin, comme des coups de tonnerre. Des plaques entières de glace se détachent et dérivent lentement vers l'aval. Les enfants ne vont plus jouer sur le fleuve. C'est trop dangereux maintenant. Avec le dégel viennent les odeurs. Tout ce qui était figé, préservé par le froid, commence à se décomposer. L'odeur est terrible, écœurante. Des animaux morts dans les champs, les déchets accumulés. La terre elle-même semble pourrir. Vous devez vous couvrir le visage avec des linges pour sortir. Les corps dans la grange de l'église doivent être enterrés rapidement. Une grande fosse commune est creusée à l'extérieur du village. C'est un travail épuisant. La terre, bien que dégelée en surface, reste dure en profondeur. Mais vous y arrivez. Tous les hommes du village travaillent ensemble, sans parler. Chaque coup de pioche est un effort. Chaque pelletée de terre pèse une tonne. Quand c'est fini, quand les 23 corps sont dans la terre, le curé dit une dernière prière. Tu regardes autour de toi, les visages sont marqués, creusés, vieillis, mais ils sont là. Vous êtes là. Vous avez survécu. En rentrant chez toi ce soir-là, tu t'arrêtes sur la colline qui surplombe ton village. Le soleil se couche, pour la première fois depuis des semaines. Tu vois vraiment le soleil, pas ce disque pâle et fantomatique, mais un vrai soleil. Orange, chaud, magnifique. Les rayons touchent les toits mouillés et les font briller. La fumée monte des cheminées, pas épaisse et désespérée, mais légère, presque joyeuse. Tu penses à tout ce qui s'est passé, à Rousse, ta vieille vache, au fils de la veuve Margot, à Teddy, presque mort dans sa maison vide, aux hommes qui ont défoncé sa porte, à toi, qui as regardé sans rien faire, à Julien, qui a dit qu'ils auraient dû prendre leur part, à Amélie, qui a failli perdre un autre enfant, à Martin, qui a lutté et gagné. Le gel vous a pris beaucoup, des vies, des récoltes, des provisions, mais il a pris autre chose aussi, quelque chose de plus subtil et de plus profond. Il a exposé ce que vous êtes vraiment, quand tout est arraché, quand la survie devient la seule chose qui compte. Et ce n'est pas toujours beau, ce n'est pas toujours noble. Parfois, c'est laid, égoïste, brutal. Mais vous êtes encore là, cassé peut-être, changé certainement, mais vivant. Tu descends vers ta maison, la lumière brille aux fenêtres. Tu entends des voix à l'intérieur, un rire, le rire de Martin. Ce son est comme un miracle.
Tu pousses la porte, la chaleur t'accueille, l'odeur de la soupe, le crépitement du feu. Ta famille, point. Amélie te regarde. Tu vois dans ses yeux toutes les questions qu'elle ne pose pas. Comment allons-nous reconstruire? Comment allons-nous replanter avec des semences gelées? Comment allons-nous vivre avec ce que nous avons fait ou n'avons pas fait? Tu ne connais pas les réponses, mais tu sais une chose. Vous le ferez ensemble, comme vous avez survécu ensemble. Les semaines suivantes sont difficiles. Les provisions sont comptées au grain près. Mais le printemps avance, têtu, refusant d'être repoussé. Les premiers bourgeons apparaissent sur les arbres, timides, fragiles. Mais là, la terre commence à se réchauffer. Tu peux enfin creuser, planter, recommencer. Le village se reconstruit lentement. Teddy rouvre sa boulangerie. Les premiers pains qu'il fait sont distribués gratuitement. Un geste, une façon de dire qu'il comprend, que vous comprenez tous, que ce qui s'est passé était terrible, mais que c'était la survie. Et la survie n'a pas de règles élégantes. Certaines familles ne reviennent jamais. Parties vers le sud, elles ont trouvé de nouveaux endroits, de nouvelles vies. Vous ne savez pas si elles ont survécu. Vous préférez croire que oui. Les maisons vides sont peu à peu occupées par d'autres. Des gens qui viennent d'ailleurs, fuyant leurs propres hivers, leurs propres gels. Martin reprend des forces. Il aide au champ, même si tu dois le surveiller pour qu'il ne se fatigue pas trop. Louise est devenue une jeune femme presque du jour au lendemain. Responsable, sérieuse. Le gel lui a pris son enfance. Julien est plus silencieux qu'avant. Parfois tu le surprends regardant au loin, les yeux dans le vague. Tu te demandes ce qu'il pense, ce que cet hiver a gravé dans son âme. Un soir, des mois plus tard, tu es assis dehors. L'air est doux, presque chaud. Les étoiles brillent dans un ciel clair. Amélie sort te rejoindre. Elle s'assoit à côté de toi, sans un mot. Vous restez ainsi un long moment. Puis elle parle. Tu te souviens de ce que tu as promis à la vieille Simone, de ne pas oublier ceux qui sont morts. Tu hoches la tête. Comment pourrais-je oublier? Chaque jour je pense à eux. Chaque jour je me demande pourquoi nous avons survécu et pas eux. Elle pose sa tête sur ton épaule. Peut-être qu'il n'y a pas de raison. Peut-être que c'est juste la vie, brutale et injuste. Mais nous sommes là et nous devons continuer. Pour eux aussi, elle a raison. Le gel de 1709 est fini, mais son empreinte reste dans les champs qui mettront des années à redevenir fertiles, dans les familles brisées, dans les regards qui ne sont plus tout à fait les mêmes, dans les silences lourds qui tombent parfois quand quelqu'un mentionne cet hiver. Mais il reste aussi autre chose, une force, une résilience que vous ne saviez pas posséder, la preuve que vous pouvez endurer l'inimaginable et continuer à avancer, que même quand le froid essaie de geler vos cœurs, quelque chose en vous refuse de mourir. Tu regardes le ciel, les étoiles semblent plus brillantes ce soir, ou peut-être es-tu simplement plus reconnaissant de pouvoir les voir, de pouvoir respirer sans douleur, de pouvoir sentir la chaleur sur ta peau. Le grand gel de 1709 est devenu une histoire maintenant. Une histoire que tu raconteras à tes petits-enfants un jour. Une histoire de froid et de faim, de peur et de perte, mais aussi une histoire de survie, d'humanité retrouvée dans les moments les plus sombres, de choix impossibles et de petits actes de bonté qui ont fait toute la différence. Tu te lèves, il est temps de rentrer. Demain, il y aura du travail, il y en aura toujours. Mais ce soir, tu veux juste être avec ta famille, dans la chaleur, dans la lumière, dans la vie qui continue, têtue et belle. Malgré tout ce que l'hiver a essayé de lui prendre, la porte se referme derrière toi. Dehors, la nuit est douce, et quelque part au loin, le fleuve coule librement, débarrassé de ses chaînes de glace, murmurant des promesses de jours meilleurs à venir.